Merci beaucoup Gérard Maurice. Désolée de vous avoir interrompu. J'espère qu'on pourra revenir sur un certain nombre d'éléments pendant la phase de questions. Je passe sans plus tarder la parole à Philippe Hartmann. Il est toujours délicat de terminer, surtout si on termine sur un sujet qui pourrait soulever autant de polémiques que ce que l'on a vécu ce matin. Les relations entre l'eau et la santé sont, comme on l'a vu dans le questionnaire, tout à fait aléatoires en termes de connaissances quand on interroge les gens. Et je pense, et ce sera si tout à l'heure vous nous posez la question de dire quelles sont les deux propositions qu'il faut qu'on fasse pour l'avenir, quelque chose de très important, c'est que la population française en particulier n'a aucune notion de ce que l'on va appeler la démarche d'évaluation des risques. Alors je suis désolé, je suis enseignant, je vais faire 2 minutes de cours. Il faut que nous ayons tous le même vocabulaire en matière de santé, hein, parce qu'il y a la notion de risque assurantiel, de risque industriel, où le mot peut avoir une autre acception. En matière de santé, vous avez des concepts qu'il faut connaître, qui sont d'une part les dangers, d'autre part les risques. Les dangers, c'est toutes les molécules, les micro-organismes, les rayonnements, et ainsi de suite, qui sont susceptibles d'avoir une action néfaste sur la santé. Et il y a donc une échelle de danger. Si vous prenez la radioactivité, entre les rayonnements alpha, bêta, gamma, les gamma sont beaucoup plus dangereux que les alpha. Quand un individu est près d'un danger, on va dire qu'il est exposé à ce danger. Et le produit du danger et de la quantité de danger à laquelle il va être exposé et à son exposition en termes de matrice espace-temps, parce que ce n'est pas constant tous les jours à la même heure et ainsi de suite, va conduire à ce qu'on appelle la notion d'exposition. Donc un individu, et nous on va être obligé de raisonner en termes de médecine sur la vie entière de l'individu, c'est-à-dire actuellement 60, on considère 75 ans parce qu'on raisonne à l'échelle internationale. Bon, en France, il faudrait peut-être réviser un tout petit peu les chiffres puisque l'espérance de vie est un petit peu plus élevée. Et donc, on va cumuler les expositions à tous ces dangers pour calculer ensuite un risque, le risque est une probabilité que la personne soit malade. Alors, c'est morbidité si c'est de la maladie, ça peut être mortalité si malheureusement ça se termine par un décès. Et donc, on va calculer des risques. Et dans l'esprit de la population, et malheureusement de beaucoup de journalistes et puis d'associations qui volontairement ou involontairement font la confusion entre les deux, on focalise l'attention sur les dangers. Et il est clair qu'un pesticide, ainsi de suite, un micro-organisme, tout ça c'est dangereux. Donc l'eau va être remplie de dangers, en plus ou moins grande quantité. Mais ne fait pas le distinguo entre danger et risque pour la population. Comme vous le savez, d'ailleurs ça pose un énorme problème financier, l'espérance de vie française augmente de 3 mois par an, même 4 l'année dernière. Donc si vraiment notre exposition à des polluants environnementaux était aussi monstrueusement dangereuse que ce que l'on peut le penser, ça se traduirait en termes de morbidité et de mortalité. Ce que l'on voit dans d'autres pays, bien évidemment, je n'ai pas le temps, bien entendu, de citer des exemples. Donc dans ce contexte, il faut que l'on apprenne à la population à raisonner soit en termes de danger, soit en termes de risque, mais qu'on ne mélange pas les deux, parce qu'à ce moment-là, on ne s'en sortira absolument pas. Il y a des tout petits dangers sur une échelle de danger qui, quand ils exposent de nombreuses personnes, représentent un grand risque en matière de santé publique. Et à l'inverse, il y a des énormes dangers, la radioactivité, gamma et ainsi de suite, mais lorsque la population n'y est pas exposée, n'entraîne réellement pas de risque ou des risques très petits. Et donc il faut que les gens prennent des décisions politiques et économiques en fonction de ces échelles. Soit on privilégie, j'allais dire, le spectaculaire, donc le danger, soit on privilégie l'aspect santé publique, c'est-à-dire le risque, et donc l'espérance de vie des populations, les maladies et autre chose. Je vais prendre un exemple. On ne pouvait pas présenter de diapositive, je le regrette parce que j'ai l'habitude de la montrer. On a parlé tout à l'heure des résidus médicamenteux. J'y reviendrai très rapidement. C'est ce qu'on va appeler des dangers émergents. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Chaussade, on ne savait pas les analyser avant. Maintenant qu'on sait faire, on en trouve partout, comme des pesticides, comme plein de choses, et pas seulement dans l'eau,
dans notre air, dans notre environnement général, dans les habitations, tout ça, on trouve de tout. Vous savez que là, actuellement, en termes, par exemple, de pollution, si on doit raisonner en termes de pollution atmosphérique, la pollution intérieure des locaux, en matière de risque, est très largement supérieure à la pollution extérieure. C'est quelque chose pour lequel il va falloir qu'on travaille, parce que bon, l'exposition intérieure des locaux, on passe finalement énormément de temps à l'intérieur de son domicile, d'un atelier, des moyens de transport et ainsi de suite. Donc en termes de risque pour la santé, c'est la pollution intérieure qui est importante. Et pas la... Je ne veux pas dire que la pollution extérieure ne l'est pas, mais la pollution intérieure l'est plus, en termes d'impact sur la santé, en termes de risque. Donc si je reviens à ces résidus médicamenteux, on en trouve. Et effectivement, ça a des conséquences écotoxicologiques, c'est-à-dire que certaines espèces animales qui vivent dans l'eau au contact de ces résidus médicamenteux ou autres vont avoir des conséquences physiologiques, et en particulier, vous connaissez tous le passage, l'influence du sexe par un certain nombre de molécules, ce qu'on appelle à effet perturbateur endocrinien, donc j'en ai parlé dans la petite notice. Ça a été découvert sur la Tamise, où des pêcheurs ne trouvaient plus que des poissons femelles. Et quand on prend des petits alevins, 50% de mâles et 50% de femelles, et qu'on les met dans de l'eau propre, on a bien 50%. Par contre, si on les met dans de l'eau de cet endroit de la Tamise, après, il a fallu analyser, comprendre ce qu'il y avait et autre chose. Là, il y a un déterminisme du sexe qui va jusqu'à 95% de femelles. Bon, c'est des informations que l'on connaît bien maintenant. Il y a au moins 30 espèces animales dont on sait que dans l'environnement, leur comportement est influencé par un certain nombre de molécules dangereuses. La dernière publication date du mois de décembre, c'est les ibis, pour lesquels le méthylmercure, dont on connaît la toxicité par ailleurs, neurotoxicité, a aussi des troubles du comportement sexuel, et qu'il y a des ibis homosexuels qui forment des couples, n'arrivent pas à pondre, font semblant de couver, enfin je passe toutes les choses. Donc, bien entendu, à partir de ces exemples, on peut fantasmer. Et donc, je ne peux pas vous montrer ce que je voulais vous montrer. C'est dans une revue russe type Paris Match, sérieuse, entre guillemets, grand public, où un article de 3 pages commence par une énorme photo de la Gay Pride aux États-Unis, avec des beaux mecs bronzés et ainsi de suite, visiblement homosexuels dans leur comportement. Puis il y a d'autres photos plus explicites après. Et le titre, c'est Goluboy Gormon, c'est-à-dire l'hormone des bleus, des homosexuels. Vous savez qu'en Russie, être homosexuel, c'est particulièrement réprimé, si on peut dire par ce terme. Et donc, on peut faire croire à la population par des articles qui transposent de ce que l'on a constaté du poisson à la race humaine, le message que s'il y a une augmentation de l'homosexualité, c'est lié à ces perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans l'eau ou dans l'alimentation. Donc, vous avez cité un certain nombre de casquettes. J'en ai une autre qui est vice-président du Comité européen d'évaluation des risques émergents et nouveaux pour la santé. C'est-à-dire qu'auprès de la Commission de Bruxelles, la direction santé-consommateurs, c'est-à-dire que, j'allais dire, tous les sujets dont vous entendez parler tous les jours, les téléphones mobiles, champs électromagnétiques, nanotechnologie et ainsi de suite, on nous demande de les passer à la moulinette de l'évaluation des risques, qui est une démarche scientifique, codifiée à l'échelle internationale, qui n'est pas drôle, parce qu'à la fin, on aboutit à des chiffres. Et ces chiffres vont dire, dans telle situation d'exposition, vous aurez tant de malades, tant de morts, et ainsi de suite. Et ensuite, on transmet ces données aux décideurs. Nous ne pouvons pas être décideurs, d'où la séparation, vous savez, des agences d'évaluation et des décideurs politiques, en disant, maintenant, c'est à vous de fixer ce qu'on va appeler la notion de risque acceptable. Alors, sachez que pour l'eau, pour avoir trempé depuis maintenant 30 ans dans la fixation de ce qu'on appelle la norme de potabilité, la notion de risque acceptable, elle est fixée, alors on peut le critiquer, mais on ne sait pas faire autrement, molécule par molécule, sur un risque de une chance, alors chance entre guillemets, c'est plutôt une malchance, d'être malade pour 1 million de personnes exposées vie entière à la concentration maximale que l'on aura fixée. Voilà le niveau de sécurité que l'on fixe. Alors, ce n'est pas de chance pour le pauvre 1 sur 1 million qui sera touché par cette concentration. Et ça repose sur l'application d'un principe que vous connaissez tous, qui est le principe de prévention. C'est-à-dire qu'on est capable de chiffrer un risque et de mettre en face des valeurs de prévention par rapport à ce risque. Et on sait que si on autorise une concentration 10 fois plus forte,
eh bien, on aura une morbidité, une mortalité 10 fois plus forte si c'est un effet linéaire, ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a aussi des effets sans seuil. Enfin, ça serait beaucoup trop compliqué. Ce n'est pas en 10 minutes que je peux m'en sortir. Par rapport à ça, on peut aussi raisonner en termes de principe de précaution, qui veut dire je n'ai pas les connaissances scientifiques suffisantes, et c'est malheureusement vrai dans un certain nombre de cas. Et donc, face à des connaissances scientifiques molles, soit je prends une décision politique dure d'interdiction ou de limitation, mais à ce moment-là, ça doit être un mécanisme à cliquet, et malheureusement, je suis désolé pour l'homme politique ici présent, le mécanisme est rarement à cliquet, c'est-à-dire que si les connaissances scientifiques progressent, ce n'est pas M. Flageolet qui est en cause, hein, c'est l'ensemble du fonctionnement de nos sociétés. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a fixé une valeur limite de, je sais pas, 1 milligramme par litre, et que les connaissances scientifiques s'améliorant, on sait très bien qu'on aurait pu mettre 10 mg par litre, que le risque ne sera pas plus fort. Il est très difficile pour un homme politique actuellement d'aller expliquer que pendant 20 ans, c'était 1 mg par litre, maintenant c'est 10, qu'il n'y a aucun risque à 10. Bon. C'est pourtant la situation qu'on a à l'échelle internationale sur les pesticides, mais je n'aurai pas le temps de le développer, où en Europe, on a appliqué en gros le principe de précaution. Et on a la même valeur pour tous les pesticides, alors qu'aux États-Unis, en Australie et ainsi de suite, on applique des valeurs tenant compte de la toxicologie. Et donc en France, c'est 0,1 microgramme par litre, en France et Europe, pour tout, sauf si on peut démontrer une toxicité plus forte, c'est-à-dire et un risque plus fort. Et donc j'ai le droit de proposer au législateur de descendre par rapport à 0,1. Par contre, je n'ai pas le droit de le monter. Alors qu'aux États-Unis, pour certaines molécules, vous trouvez dans l'eau potable 300, 400, alors que c'est 0,1 chez nous. Et ça bouge un peu quand même, on est tout à fait d'accord. Enfin, le propos d'un pédagogue, c'est d'essayer, en précisant bien le départ, de caricaturer un peu la situation. Donc voilà ce que je voulais vous dire en matière d'évaluation de risque pour la santé. Et si je termine sur les molécules médicamenteuses, on en trouve, c'est vrai, on en trouve dans les eaux usées, on les trouve dans les rivières, on les trouve dans les masses d'eau et ainsi de suite. Simplement, si on raisonne en termes d'évaluation de risque et de toxicité, sachez que quand même l'immense majorité est enlevée par les filières de traitement de l'eau qui ont une efficacité. 2 ou 3 molécules passent quand même. Et que globalement, là aussi, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour avoir l'équivalent. Alors là, on connaît parfaitement la toxicité des molécules médicamenteuses. Bon, à part le Mediator et ainsi de suite, sur lesquels on avait quelques lacunes, mais globalement, c'est quand même des molécules qui ont été testées une dizaine d'années avant sur le rat et ainsi de suite, sur l'homme, avant d'être mis en circulation. Et donc, pour l'eau, quand on a un résidu de médicament, en gros, il faut raisonner pour 1 million de litres d'eau, enfin, il faut boire, pardon, excusez-moi, ça fait quand même beaucoup, 100 000 litres d'eau, voire pour certaines molécules 1 million de litres d'eau, pour avoir l'équivalent d'un comprimé, donc c'est-à-dire d'une dose active du médicament. Donc quand on voit des articles en disant de l'antidépresseur au robinet, on retombe dans la même caricature que ce dont je vous ai parlé pour la Russie et les homosexuels. Merci. Merci beaucoup. On va passer à une phase de questions. Je vais donner tout de suite la parole au public en demandant en revanche que les questions soient brèves, s'il vous plaît, puisque nous n'avons qu'un quart d'heure. Monsieur. Bonjour, Garrigue, Institut pour la gestion raisonnée de l'environnement. On a l'impression dans un certain nombre de cas, et M. Hartmann vient de le rappeler très clairement, que les normes de sécurité qui sont appliquées sont affectées d'un coefficient de précaution extrêmement élevé. Je ne sais pas si c'est le principe de précaution ou pas. On a une autre impression aussi, en regardant les choses de plus près, c'est le manque d'information dans un certain nombre de situations. Je prendrai 2 exemples. Le plomb dans l'eau est cité comme un très grave problème. Aujourd'hui, à Paris, quelle est la teneur effective du plomb dans l'eau? C'est très difficile à trouver. J'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé. Et un deuxième exemple, c'est les nitrates avec les élevages bretons, l'effet sur le littoral. Il existe un institut qui étudie les eaux marines nationalement. Il est très difficile de rentrer dans les logiques de leurs calculs et leurs données pour savoir de quoi ils retournent exactement. Peut-être M. Hartmann pour commencer. Je connais bien M. Garrigue, on est amené à correspondre, mais comme il le sait, je suis tenu, compte tenu de la fonction que j'ai évoquée, à un certain devoir de réserve par rapport à un certain nombre de sujets quand ils sont en instruction à Bruxelles. Le plomb fait partie de ces paramètres, donc vous me permettrez de ne pas répondre directement sur le plomb. Par contre, les teneurs en plomb
dans les eaux, on les connaît. Et elles sont, j'allais dire, extrêmement variées. Elles vont dépendre de situations. Elles vont dépendre d'abord, est-ce qu'il y a du plomb dans le réseau ou est-ce qu'il n'y en a pas. Enfin, réseau public, il n'y en a plus, mais réseau privé, en l'occurrence. Or, Paris n'est pas la meilleure ville par rapport au plomb, puisque jusqu'à un passé très récent, tous les branchements devaient être faits en plomb, puisque c'était même pour des raisons les traiteurs d'eau et distributeurs d'eau sont plus compétents que moi, mais certains des tuyaux passant dans les réseaux d'égouts, parce que c'était comme ça historiquement, et donc soumis à morsures de rats et autre chose, et donc le plomb est quelque chose que le rat n'aime pas trop, à l'inverse du plastique ou d'autre chose. Donc il y a beaucoup de branchements en plomb, et selon les temps de stagnation, bien sûr, les concentrations vont être très différentes. Bon, la future valeur limite du plomb va arriver à 10 microgrammes par litre. Des concentrations de 50 à 100 microgrammes par litre sont malheureusement constatées encore maintenant à Paris. Alors, ça n'est pas de très loin la cause de saturnisme infantile qui est constaté à Paris, qui touche, comme on l'a dit déjà depuis le début de la matinée, toujours les mêmes populations défavorisées, et c'est avant tout le logement, la pollution intérieure des logements, qui est cause du saturnisme infantile, et en particulier avec des logements qui ont des vieilles peintures au plomb, qui s'écaillent et dont le goût est parfaitement sucré. Si vous ne me croyez pas, faites le test et vous verrez, une écaille, ça ne va pas vous tuer, mais par contre, quand c'est des enfants et qui en consomment beaucoup, la céruse a un goût sucré tout à fait extraordinaire. Donc, on connaît les concentrations en plomb. On sait que même dans des réseaux sans plomb, il y a un peu, et qu'il est difficile de respecter le 10, parce que parfois, même simplement le robinet et autre chose, le stéarate de plomb a été utilisé dans les plastiques, et donc de nombreux réseaux plastiques contiennent du stéarate de plomb. Donc c'est un problème extrêmement complexe. Je n'ai répondu qu'à la notion de présence de concentration. Et dernier petit point, c'est que c'est variable en fonction de la journée. Venant des Vosges, le saturnisme était bien connu, puisque là c'est de l'eau agressive qui dissolvait les canalisations. C'est celui qui est le plus courageux, qui se lève le matin, qui fait son thé ou son café le matin, qui prend dans les gencives le plomb du tuyau, alors que celui qui fera son repas ou son petit déjeuner 2 ou 3 heures après que les gens se soient douchés et autres, n'aura quasiment plus de plomb. Donc il faut vraiment faire une matrice espace-temps pour réussir à calculer les apports de plomb. Mais tout ça a été fait. Merci beaucoup. Est-ce que, Gérard Maurice, vous voulez répondre sur la question des nitrates et la Bretagne, que vous connaissez bien ? Les nitrates en Bretagne relèvent de la mécanique que je vous ai exposée. Si on est au-delà des besoins des cultures, ce qui est en trop percole dans les eaux. L'observatoire que j'ai évoqué également en Bretagne, qui est publié, les résultats sont publiés très régulièrement, montre des améliorations significatives dès 2006 sur l'eau distribuée. J'ai même avec moi le communiqué qui avait été publié à cette époque, qui montrait que ces efforts et ces résultats sont obtenus pour moitié par l'amélioration des eaux brutes et l'autre moitié liée au travail des gens qui sont ici et qui sont des grands industriels de l'eau. Mais c'était 50-50, et c'est là que je reviens sur le projet régional ou le projet local du bassin versant est extrêmement important pour que on va dire, s'engager dans une démarche de ce type-là est toujours favorable et porteuse de progrès. Alors vous avez évoqué les algues, c'est un autre problème très très complexe. En 3 mots, parce que j'ai un collègue qui est au conseil scientifique de la région Bretagne et qui m'a dit les points essentiels il y a très peu de temps. Les algues sont endémiques dans les baies fermées. La température est très propice à leur développement au printemps. Et si il y a un nutriment comme des nitrates, voire des phosphates, mais les phosphates sont dans les sédiments, ce n'est pas le sujet majeur, le moindre particule de nitrate fait que ces algues se développent tout naturellement. Donc ce n'est pas lié à
un seul problème des nitrates, c'est la présence endémique des baies fermées qui ne sont pas renouvelées par des marées importantes. Et si c'était comme ça, il y en aurait partout, y compris dans les zones du nord de la France, si les mêmes situations se reproduisaient. Par contre, il faut, pour que ça se cesse, il faudrait pratiquement zéro nitrate quasiment pour éviter que ça ne se développe. Donc c'est une question importante mais difficile. Merci beaucoup. Je me tourne vers Jean-Louis Chaussade. Vous avez évoqué l'élection présidentielle. C'est une question qui va également concerner André Flageolet. Est-ce que... Plus lui que moi. Hein, ah non, vous aussi, mais de votre point de vue. Est-ce qu'il y a des choses, disons, à l'occasion de cette élection, des messages que vous aimeriez faire passer très spécifiquement sur les problématiques de quantité et qualité de l'eau? Est-ce qu'il faut en rester à législation constante? Est-ce qu'on a besoin d'évoluer vers un certain nombre de choses? D'abord, je voudrais dire que l'évolution sur les législations n'est pas partisane sur beaucoup de points. Je veux dire qu'il y a sur beaucoup de points, on a parlé du plomb tout à l'heure, on a parlé des nitrates, il y a le sentiment du législateur, au sens large du terme, qu'il soit de droite ou gauche, qu'il faut trouver des solutions. Non, les sujets qui peuvent fâcher au moment de l'élection présidentielle, c'est plutôt de savoir quels sont les modes de gestion. Et pas fâché, mais simplement on aura des idées différentes. Il y a un certain nombre de gens qui peuvent défendre l'idée que l'eau étant un bien essentiel, tellement essentiel qu'il ne pourrait être géré que par des entités publiques. Et je pense que c'est un complètement faux débat, parce que le vrai débat, c'est le problème de savoir si nous avons les moyens financiers, humains et techniques de résoudre les problèmes qui sont devant nous pour assurer d'une manière générale une qualité d'eau. Alors, quand c'est de la distribution d'eau potable ou d'eau résiduaire quand on la rejette, plus largement, je l'ai dit sur le grand cycle de l'eau, une qualité de l'eau qui soit compatible avec nos propres exigences humaines et législatives. Donc il y aura un débat sur les modes de gestion. Moi, je suis convaincu que l'apport des entreprises au cours du siècle précédent dans le domaine de l'eau en France a été exceptionnel. C'est pas pour rien si la qualité de l'eau en France, de l'eau potable en France, et je l'ai dit, une des meilleures. Il y a un débat sur la gouvernance. Ce débat est tout à fait, par contre, lui, normal. Il est normal que les hommes politiques, les citoyens fassent partie de ce débat, veulent savoir ce qui se passe. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, des analyses de l'eau. Il est tout à fait normal que tout citoyen puisse avoir accès à la qualité de l'eau qu'il consomme. D'ailleurs, ça existe. Simplement, il faut savoir aller le chercher. Et je pense que c'est moins les informations dans ce domaine qui ne sont pas disponibles. Elles sont disponibles, que l'information du citoyen qui, comme vous l'avez vu, est très partielle à la fois sur les problématiques de l'eau et sur la réalité des problèmes que nous pouvons avoir sur l'eau. Donc il y aura un débat. Ce débat est sain, mais vraiment, les entreprises françaises, il y en a deux. Ce matin, je pense que mon collègue a parlé. Je pense que nous sommes un des rayonnements dans nos métiers, un des rayonnements de la France, et on fait appel à nous dans le monde entier grâce à notre expérience en France. Ça serait quand même globalement dommage de se priver de l'expérience de gens comme nous, accumulée en France pendant 130 ans. Merci beaucoup. André Flageolet, je vais me permettre de vous poser une question qui nous a été posée par Twitter. Quant à savoir si l'eau a été suffisamment prise en compte dans le Grenelle de l'environnement. En fait, c'est une question plus large qui peut concerner chacun d'entre vous. Si vous pensez que, voilà, aujourd'hui, on a assez pris en compte ces problématiques-là. Est-ce que l'eau a été prise en compte suffisamment? Oui, parce que dans le Grenelle, elle est prise en compte par rapport au milieu récepteur ou par rapport aux fonctionnalités. Ce matin, on a pu parler de l'hydroélectricité, de la charte sur l'hydroélectricité. Je peux vous dire qu'on y a passé du temps. Monsieur Bessereau, qui est là, il sait de quoi je parle. On traite actuellement du problème de l'eau par rapport aux piscicultures. On est rentré, je dirais, dans le catalogue des utilisations techniques et technologiques. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais derrière cela, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'on n'est pas au bout du chemin.
je reste convaincu en tant que politique qu'on aura intérêt à se poser la question de savoir quelle est la signification exacte que l'on donne, c'est-à-dire scientifique, à la notion de principe de précaution. Sinon, dans la compétition mondiale, on risque de vouloir faire le 100 mètres avec des pieds de plomb. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale. La deuxième question, c'est la délégation publique-privée. J'ai dit un jour à M. Touly, c'est dommage qu'il ne soit pas là, dans une réunion au Congrès des maires, monsieur, si vous estimez que les patrons sont mauvais, vous ne pouvez expliquer que la moitié des signatures en bas des contrats. Donc maintenant, vous me dites si en face, les gens sont cons ou pourris également. D'accord? Non, mais excusez-moi, mais il faut être clair, il faut appeler un chat un chat. Et je considère que le vrai débat, c'est la mise à niveau de l'ensemble des opérateurs, charges, droits et devoirs confondus. Et le troisième problème fondamental de la discussion dans le cadre des présidentielles, c'est quelle sera la position de la France dans le cadre de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. C'est la question de la paix au Moyen-Orient, c'est la paix au Maghreb, ce sont des relations commerciales nouvelles qui sont en cause dans tout cela, et c'est peut-être une autre façon d'aborder les relations internationales. Alors, dernier point, arrêtons de nous tirer les balles dans le pied. On a la chance, dans les quelques entreprises qui restent en France, d'avoir Veolia et Suez. Ce sont des leaders mondiaux. Au lieu de cracher dessus parce qu'on est trop petit pour les atteindre, on ferait mieux de les saluer. Merci beaucoup. Je ne vais malheureusement pas beaucoup pouvoir prolonger les questions. Donc, la question traditionnelle du jour pour vous, quelles sont... On va peut-être se concentrer sur une innovation que vous aimeriez voir dans ce domaine. On va commencer par Gérard Maurice. Je dois dire que là, je n'ai pas évoqué du tout cela. L'amélioration des variétés de toutes les espèces pour leur permettre d'être plus sobres en besoin. Aujourd'hui, il faut 3 kg d'azote pour produire un quintal de blé. Il y a des variétés qui se suffisent de 2,5. Est-ce qu'on peut arriver à 2 et que toutes les variétés qui soient cultivées soient à ce niveau-là? Idem sur la sécheresse, idem sur les besoins en eau, idem sur la résistance aux parasites, que ce soit des mauvaises herbes, des maladies ou des ravageurs. Ils existent tous. Si on les supprime, on aura une baisse de disponibilité qui sera extrêmement difficile à justifier. Si on passe le pas, on pourra atteindre l'objectif d'Éco 2018 en réduisant de 50%. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les pollutions ponctuelles au niveau de l'exploitation agricole, par renversement du bidon, c'est l'exemple. Même si on réduit de 50%, il en reste suffisamment pour que ça pollue encore sur les pollutions ponctuelles qui vont directement à la rivière. Donc ça, c'est un point extrêmement important. La recherche et le grand emprunt a donné les premiers palmarès. La semaine dernière, au Salon de l'Agriculture, Valérie Pécresse et Bruno Le Maire ont accompagné cette présentation. J'en suis d'autant plus fier que nous avons, avec l'INRA, qui est coordinateur, 2 programmes sur les 5, l'un sur le blé, tel que je vous l'ai indiqué, et l'autre sur le maïs. Sur le grand emprunt, c'est vraiment très, très positif et porteur d'avenir pour atteindre, on va dire, la qualité des eaux et en même temps la productivité nécessaire. Merci. Philippe Hartmann. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est non pas la transparence, parce qu'elle existe, la transparence, simplement c'est que les gens, les médias fassent l'effort nécessaire pour apporter cette connaissance aux gens. Un seul exemple, même dans la situation d'une eau la plus pourrie, entre guillemets, c'est-à-dire à la limite de toutes les valeurs qu'on pourrait accepter pour les pesticides, ça représente, dans l'exposition d'un individu, moins de 5% de son exposition. Les 95% de son exposition aux pesticides viennent d'ailleurs, en particulier de l'alimentation. Donc là aussi, on a dit qu'il ne faut pas cracher. L'eau, c'est pas bien d'avoir des pesticides dans l'eau, il faut tout faire pour ne pas en avoir, mais concentrons-nous peut-être dans nos charges, dans nos attaques, sur ce qui sont les facteurs principaux d'exposition de l'individu. Merci. André Flageolet.
Mais, tout à l'heure, M. Maurice disait on sera certainement capable de réduire de 50% la consommation des pesticides. C'est cette fameuse petite carte-là, Ecophyto. Bon. Mon souhait, c'est que tout le monde soit concerné. Le particulier, le jardinier amateur, que tout le monde dise « nous sommes acteurs de la réduction des pesticides et donc d'un autre mode de rapport de l'homme à la nature ». Et ça, je crois que c'est fondamental parce qu'autrement, on va continuer à penser qu'il y a des pollueurs et puis qu'il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont que des droits. Eh bien, ça, on ne peut pas être sur une société comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Louis Chaussade, vous avez le mot de la fin. C'est difficile parce que des innovations, en ce moment, il y en a beaucoup qui émergent ou qui vont émerger. Elles sont toutes tendues vers un seul objectif, qui est en réalité une meilleure utilisation de l'eau, à la fois dans ses différents usages. Et si j'ai un souhait à émettre, c'est que nous ayons collectivement une meilleure compréhension et surtout une meilleure entente sur les différents usages de l'eau, c'est-à-dire sur le grand cycle de l'eau, qui va devenir, à mon avis, la question clé des 20 ou 30 ans qui viennent, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays. Il faudra choisir comment on utilise l'eau dont on dispose. Merci beaucoup. Nous allons donc nous arrêter là. Je laisserai la place ensuite à la table ronde droit à l'eau et tarification sociale. Merci à vous tous.